Dans le village coloré et paisible de Mabinga, la vie s'écoulait doucement comme la rivière qui le traversait. Le son des tambours résonnait au loin, les rires des enfants emplissaient l'air et l'odeur du maïs grillé s'échappait des petites maisons en terre cuite. Les gens vivaient en harmonie, s'éveillant à la beauté du lever du soleil et s'endormant sous un ciel étoilé. Dans ce décor joyeux, chacun connaissait une femme, Kadia. Elle était non seulement belle, mais aussi bienveillante, douce et pleine de grâce. Ses mains créaient des merveilles avec des fils de raffia, tissant des nattes que même des marchands venus de contrées lointaines venaient acheter. Son sourire était chaleureux et son esprit doux, comme la rosée du matin sur les feuilles fraîches. Kadia vivait dans une petite maison en terre battue à l'orée de la forêt, où les oiseaux chantaient et les fleurs sauvages s'épanouissaient. De nombreux villageois l'admiraient et disaient souvent qu'elle était bénie, notamment parce qu'elle était mariée à Demotsi, un homme issu d'une famille puissante, fils de l'ancien chef du village et aujourd'hui conseiller municipal respecté. Il portait de beaux vêtements, prononçait des discours lors des rassemblements villageois et arpentait fièrement la place du marché. Aux yeux des étrangers, il apparaissait comme le mari idéal. On murmurait souvent que Kadia avait de la chance d'être avec un homme comme lui, mais ce qu'on ignorait, c'est que derrière les murs de cette maison d'argile, une toute autre histoire se déroulait. Ce qui, vu de l'extérieur, semblait un mariage parfait cachait un sombre secret. Demotsi, l'homme que tout le monde admirait, n'était plus le même quand personne ne le regardait. Le sourire qu'il adressait aux villageois disparut chez lui. Sa voix, autrefois calme lors des réunions du conseil, s'est muée en tonnerre à l'intérieur de sa maison. Tandis qu'on l'applaudissait en public, sa femme souffrait en silence en privé. Kadia s'efforçait de dissimuler sa douleur derrière son doux sourire. Elle n'a jamais parlé à personne de ce qui se passait, car au fond d'elle-même, elle croyait que les choses s'amélioreraient. Elle croyait que l'amour pouvait changer un homme. Mais chaque jour, son cœur s'alourdissait. L'amour qui autrefois lui procurait de la joie s'est peu à peu transformé en chaîne qui la retenait. Ses nattes de raffia ont perdu leur couleur, son rire s'est estompé et une tristesse sourde s'est emparée de ses yeux. Personne à Mabinga ne pouvait voir ce qui se passait dans cette maison. Ils virent l'image puissante de Demotsi, mais jamais les cris discrets de Kadia. Ce même village qui dansait sous les étoiles ignorait que l'un des leurs vivait dans la peur et la douleur. Ainsi commença l'histoire. Non pas avec des cris ou des hurlements, mais avec une souffrance silencieuse cachée derrière une belle porte. Mais Demotsi était loin de se douter que les mêmes enfants qui jouaient dans la cour, ces mêmes regards innocents qu'il ignorait, étaient ceux qui allaient bientôt se lever et tout changer. Au début, tout semblait être un rêve pour Kadia. Demotsi était doux et gentil. Il la surprenait avec des paniers remplis de baies sauvages, chantait de vieilles chansons d'amour du village sous les étoiles et la serrait contre lui pour danser au clair de lune. Il lui tenait la main comme si elle était le cadeau le plus précieux au monde. Kadia croyait avoir trouvé le véritable amour, un homme qui comprenait son cœur, respectait ses rêves et chérissait sa présence. Mais tout a basculé au décès du père de Demotsi. Il prit la place de son père comme conseiller municipal, et ce pouvoir s'accompagna d'une fierté pesante et froide qui transforma l'homme que Kadia aimait autrefois. Les mots doux se transformèrent en ordre tranchant. Les étreintes chaleureuses en indifférence. Il ne considérait plus le tissage de Kadia comme un talent remarquable, mais le méprisait, le considérant comme une distraction inutile. Il commença à tout contrôler, ce qu'elle portait, où elle allait, à qui elle parlait, même quand elle pouvait parler. Kadia essayait de garder espoir. À la naissance de leur premier enfant, Tuné, elle pensait que la joie de la paternité adoucirait à nouveau le cœur de Demotsi. Pendant un bref instant, il sembla qu'une lumière était revenue. Mais cela ne dura pas. Sa colère grandissait avec le temps. Chaque petit geste de Kadia devenait pour lui une raison d'élever la voix ou de frapper du poing sur la table. Ses nattes de raffia, autrefois symbole de beauté et de paix, étaient maintenant déchirées et jetées au sol sous son coup de colère. Il l'accusa de lui manquer de respect, de chercher à l'éclipser au village, alors même qu'elle se contentait de garder le silence et de tenter de maintenir la paix. À l'arrivée de leur deuxième enfant, Zeba, la tension ne fit qu'empirer. Demotsi ne rentrait plus avec des fruits. Il est rentré furieux.
Il ne chantait plus. Il criait. Il ne dansa plus avec elle. Il la regarda à peine. Et Kadia, la femme autrefois radieuse de Mobanga, commença à se replier sur elle-même. Sa voix s'adoucit. Son rire disparut. Un lourd silence pesait sur ses épaules. À la naissance de leur troisième enfant, Jomo, Kadia était devenue experte dans l'art de dissimuler la douleur. Ses sourires étaient peints et ses bleus dissimulés derrière de longues manches. Elle parlait doucement, se déplaçait avec précaution et priait en silence. Mais intérieurement, elle était brisée. Ses rêves d'un foyer heureux, d'amour, de respect, s'étaient transformés en cauchemars. Elle ne regardait plus Demotsi avec amour, elle le regardait avec peur. Et même si elle avait envie de crier, elle garda le silence, pour le bien de ses enfants, ignorant que ces mêmes enfants les observaient, les écoutaient et, peu à peu, comprenaient plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Aux yeux du village, le chef Demotsi était un homme d'honneur et de sagesse. Il portait des robes flottantes, parlait avec assurance et se tenait souvent à l'avant des réunions du conseil, prêchant l'unité, la paix et les valeurs familiales. Il réglait les conflits du village par des paroles calmes et des gestes sages. Les gens s'inclinaient en signe de respect à son passage. Les jeunes hommes souhaitaient lui ressembler, et les anciens louaient son leadership. Il s'était forgé un masque parfait, un masque de dignité et de vertu, visible du monde entier. Mais ce masque tomba dès qu'il franchit la porte d'entrée. Derrière les portes closes, il n'était pas le chef sage que le village admirait. C'était une tempête, bruyante, cruelle et effrayante. Dans cette maison d'argile, l'homme qui prêchait la paix ne connaissait que la violence. Kadia vivait chaque jour sur des œufs, essayant de ne pas le mettre en colère. Mais malgré toutes ces précautions, ce n'était jamais suffisant. Un bol égaré, une pincée de sel dans la soupe, une corvée oubliée, tout pouvait allumer son feu. La colère de Demotsi résonna comme un tonnerre. Il la giflait sans prévenir, lui hurlait dessus jusqu'à faire trembler les murs et lançait des assiettes à travers la pièce. Ses bras étaient meurtris par les coups trop violents. Son visage affichait un sourire forcé qui tentait de dissimuler la douleur. Parfois, c'était lui qui frappait les murs à sa place. Mais la peur était toujours la même. Sa voix rugissait plus fort que n'importe quel battement de tambour, et l'écho de sa rage devenait la berceuse de leur foyer. Même à cette époque, Kadia ne se plaignait jamais à personne. Elle ravalait sa douleur, serrait son foulard pour cacher ses bleus et racontait à ses voisins qu'elle avait glissé ou heurté quelque chose. Elle protégeait son image, pensant que les choses changeraient peut-être, pensant agir ainsi pour la paix, pour l'avenir de ses enfants. Mais en vérité, chaque fois qu'elle gardait le silence, elle laissait le monstre grandir. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses enfants, Tuné, Zeba et le petit Jomo, n'étaient pas aveugles. Ils voyaient la peur dans ses yeux. Ils entendirent ses cris étouffés dans la nuit. Ils virent leur père se transformer, passant du statut de héros du village à celui de figure terrifiante à la maison. Les mêmes mains qui tenaient le bâton d'honneur du village avaient autrefois tiré leur mère par le bras. La même voix qui guidait le village avait maudit leur mère devant eux. Et tandis que Kadia tentait de les protéger de la vérité, ses enfants la recueillaient en silence. Chaque échymose, chaque cri, chaque bol cassé, ils se souvenaient de tout. Ils ne dirent pas un mot, mais leur petit cœur était empli de confusion, de colère et de douleur. Et lentement, au plus profond d'eux-mêmes, quelque chose commença à s'éveiller, une voix douce murmurant que la vérité ne pouvait rester enfouie éternellement. La douleur de Kadia devint une tempête silencieuse qui la poursuivait chaque jour. Chaque matin, son sourire était comme un masque, mais derrière, son cœur se noyait. Le soir, quand le village dormait et que la maison était silencieuse, elle pleurait doucement dans son oreiller, laissant ses larmes tremper les draps tout en murmurant des prières brisées aux ancêtres. Elle demandait force, paix, un signe, tout ce qui pourrait ramener l'amour disparu de sa maison. Elle essaya tout pour réparer ce qui était brisé. Elle rendit visite aux anciens en secret, espérant obtenir des conseils. Ils lui conseillèrent d'être patiente, de se soumettre davantage, d'être une bonne épouse. Elle redoubla donc d'efforts.
Elle préparait ses plats préférés, louait chacun de ses mots et courbait le dos pour maintenir la paix. Elle alla même voir Mama Olak, la sage herboriste du village, qui lui donna des herbes médicinales et pratiqua des rituels purificateurs pour rétablir l'harmonie au sein du foyer. Cardia suivit chaque instruction avec espoir, mais rien ne changea. Les herbes ne purent adoucir un cœur déjà empoisonné par le pouvoir et l'orgueil. Au lieu d'amour, elle reçut des insultes. Au lieu de la paix, elle ressentit de la douleur. Damosi lui tordit l'esprit avec des mots cruels. Il lui disait qu'elle était inutile, qu'elle portait malheur, que sa beauté ne signifiait rien. Lentement, Cardia commença à le croire. Elle se questionna, douta de sa valeur et se demanda si elle était vraiment le problème. Sa manipulation la brisa comme aucune blessure ne le pourrait. Sa confiance s'est estompée, ses yeux ont perdu leur éclat et elle a commencé à se mouvoir comme un fantôme dans sa propre maison. Mais même dans ses jours les plus sombres, une chose lui a donné de la force, ses enfants. Tuné, Jomo et la petite Sewa étaient la lumière qui l'empêchait de sombrer dans le désespoir. Ils étaient trop jeunes pour tout comprendre, mais ils voyaient la douleur de leur mère et l'aimaient profondément. Ils cueillaient des fleurs sauvages dans les champs et la surprenaient avec de petits bouquets. Ils entouraient sa taille de leurs petits bras et murmuraient « Maman, nous t'aimons plus que les étoiles ». Ces simples mots étaient comme un baume cicatrisant sur ses blessures. Cardia s'accrochait à ces moments. Quand les bleus la faisaient souffrir, quand les insultes résonnaient à ses oreilles, quand son cœur était trop lourd à porter, elle se souvenait de la voix douce de ses enfants, de leurs yeux brillants et de leur amour inconditionnel. C'était sa raison de continuer, d'essayer, de garder espoir. Mais même alors, une peur sourde habitait son cœur. Et si cette douleur ne cessait jamais? Et si ses enfants grandissaient en pensant que c'était ça l'amour? Et si le silence ne suffisait plus à les protéger? Ce soir-là, tout a changé. C'était censé être une journée ordinaire. Cardia avait préparé un ragoût d'igname, les enfants avaient joué dans le champ et le soleil se couchait lentement sur le village. Mais Damosi rentra à la maison, les yeux pleins d'orage. Personne ne savait ce qui avait déclenché sa colère cette fois. Peut-être était-ce la nourriture, une corvée oubliée, ou peut-être simplement le besoin de rappeler à tous son pouvoir. Quelle qu'en soit la raison, sa voix résonna comme un coup de tonnerre dans la maison. Avant même que Cardia puisse réagir, sa main frappa son visage avec une force qui résonna à travers les murs d'argile. Elle trébucha et tomba au sol. Sa joue devint instantanément rouge et gonflée. Les enfants restèrent figés, leurs petits yeux écarquillés par le choc. Pour la première fois, la violence n'était pas cachée derrière des portes closes. Elle était crue, bruyante et terrifiante, et elle se déroulait sous leurs yeux. Tuné, alors âgé de 10 ans, sentit quelque chose changer en lui. Il avait déjà vu des bleus sur sa mère, l'avait entendu pleurer tard dans la nuit. Mais la voir tomber sous ses yeux le remplissait d'une rage brûlante. Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Son jeune cœur ne comprenait pas tout, mais il savait une chose, ce n'était pas de l'amour. Jomo, âgé de 7 ans seulement, ne put retenir ses larmes. Il courut vers la petite Sewa et la serra fort dans ses bras, protégeant ses yeux de ce terrible spectacle. La maison, autrefois peuplée de rires, était désormais plongée dans le silence et la peur. Cette nuit-là, alors que Cardia était allongée dans son lit, la joue gonflée recouverte de glace et les larmes séchant au coin de ses yeux, ses enfants étaient assis sous le vieux baobab du jardin. Au début, ils ne parlèrent pas. Le silence était pesant. Finalement, Jomo demanda d'une voix tremblante, « Pourquoi Baba fait-il du mal à maman ?» Tuné leva les yeux vers les étoiles avec une expression féroce, bien trop mature pour son âge. « Parce qu'il pense que personne ne l'arrêtera, » dit-il doucement. Mais il a tort. Il y eut un silence. Puis Tuné se leva et ajouta, « Nous devons faire quelque chose. Nous allons le dénoncer. » Ces mots marquèrent le début d'une grande aventure. Les enfants étaient las de faire semblant, las de voir leur mère souffrir. Ils étaient petits, mais leur cœur était courageux. Ils ne savaient pas encore exactement comment s'y prendre. Mais un plan se formait dans l'esprit de Tuné,
un moyen de révéler au monde la vérité derrière le respecté chef de Mozi. Il savait que ce ne serait pas facile. Mais il savait aussi que le silence ne faisait que renforcer les monstres, et ils en avaient assez du silence. Les enfants savaient qu'ils ne pouvaient plus attendre. Après cette terrible nuit, quelque chose s'était réveillé en eux. Tuné, d'une sagesse inouïe pour son âge, élabora un plan. Chaque soir, une fois leur corvée terminée et Demozy parti pour les réunions du conseil, les 3 enfants sortaient discrètement de la maison et se rassemblaient sous le vieux manguier de Kula. Ils se dressaient haut et fort, à l'image du courage qui grandissait en eux. Cet arbre devint leur lieu de rencontre secret, un espace où leurs murmures ne pouvaient être entendus, où leur douleur pouvait devenir un but. Là, ils commencèrent à tout consigner. Ils utilisèrent un vieux cahier d'écolier, déchiré et délavé, mais puissant dans sa mission. Chaque fois que Demozy levait la main ou cassait un plat de colère, ils le notaient. Chaque fois qu'ils voyaient une échymose sur le corps de leur mère, ils notaient le jour, l'heure et la raison invoquée pour justifier sa cruauté. Même les plus petits cris étaient comptés. Ce carnet devint leur voix, silencieuse mais prête à crier au moment opportun. Ils commencèrent aussi à dessiner de petits croquis, car la petite Seiwa ne savait pas encore écrire, mais voulait aider. Elle dessinait des images de maman en pleurs ou du visage en colère de Baba. Ces dessins innocents contenaient plus de vérité que n'importe quelle parole. Un jour, Tuné s'adressa à tante Luma, leur gentille voisine, qui apportait souvent du bois et des herbes à Cardia. Elle lisait la douleur dans les yeux de Cardia depuis des années, mais comme la plupart des villageois, elle avait trop peur pour parler. Quand Tuné lui a montré le carnet, ses yeux se sont remplis de larmes. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » a-t-elle dit d'une voix tremblante, « mais j'avais peur. C'est un conseiller municipal, personne ne me croirait. » Mais Tuné la regarda droit dans les yeux et lui dit, « Ils nous croiront quand ils verront la vérité. » Ce moment provoqua un changement chez tante Luma. Elle commença à recueillir davantage d'informations, des témoignages d'autres femmes du village, qui avaient autrefois souffert en silence. Certains avaient été maltraités par Demozy dans leur jeunesse, d'autres avaient vu des choses mais gardaient le silence par peur. Peu à peu, les murmures se transformèrent en confessions. La douleur, jusque-là enfouie, commença à s'élever comme une fumée dans l'air. Aux yeux du reste du village, les enfants semblaient jouer sous le manguier, rire, dessiner, gribouiller dans un cahier. Mais en réalité, ils faisaient rage, une tempête de vérité, de justice, de voix trop longtemps ignorées. L'arbre qui ne donnait autrefois que des fruits était devenu la racine d'une révolution. Et bientôt, le village de Mobanga connaîtrait le vrai visage de celui qu'ils appelaient chef. Le jour arriva où le silence dut prendre fin. Tuné avait passé des nuits à réfléchir, à s'inquiéter, à se demander si quelqu'un les croirait. Mais il savait au fond de lui que la vérité, une fois révélée, ne pouvait être ignorée. Le cœur battant, il se rendit à la salle du conseil du village, une lettre soigneusement enveloppée dans des feuilles de palmier à la main. Ses petites mains tremblaient, mais son esprit était fort. La salle du conseil était pleine d'anciens et de villageois réunis pour une réunion. Tuné s'avança silencieusement et déposa la lettre sur la table de l'ancien sans un mot. Le silence retomba dans la salle. Les regards se tournèrent vers lui, confus, curieux. L'aîné Maseko, l'homme le plus âgé et le plus sage du village, déballa lentement la lettre et commença à la lire. La lettre contenait une vérité profonde, des notes manuscrites sur les abus, les noms de femmes qui avaient souffert en silence, des croquis de la petite Sewa illustrant l'horreur de la maison, et une liste de moments de souffrance que les enfants avaient soigneusement recueillis sous le manguier de Kula. Des halètements retentirent. L'image de Demozy frappant Cardia, dessinée par un enfant, était plus éloquente que n'importe quel mot. Les anciens échangèrent des regards stupéfaits. Était-ce vraiment vrai? Le même Demozy qui se tenait devant eux chaque semaine, parlant d'honneur et d'unité? L'aîné Maseko se leva lentement et regarda autour de lui. Ce n'est pas une mince affaire, dit-il fermement. Nous devons enquêter. Nous ne pouvons ignorer ce qui nous a été présenté. Les nouvelles se sont répandues comme une traînée de poudre dans le village. Certains villageois étaient incrédules.
D'autres hochèrent la tête en silence, avouant qu'ils soupçonnaient depuis longtemps que quelque chose clochait. Demosy, fier et inconscient de ce qui venait de se passer, entra dans la salle du conseil, se heurtant au silence pesant et au regard accusateur de ses collègues anciens. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Cardia entra. Ses mains tremblaient, ses yeux larmoyants, mais elle se tenait droite. Elle regarda Demosy, puis se tourna vers les anciens. Sa voix tremblait au début, mais elle devenait de plus en plus forte à chaque mot. J'ai vécu dans la peur. J'ai pleuré en silence. Je pensais être faible. Mais mes enfants m'ont montré ce qu'est la vraie force. Je ne me tairai plus. La salle entière était figée d'admiration. Les paroles de Cardia avaient plus de poids que n'importe quel jugement. Celle qui se cachait autrefois derrière un sourire se tenait désormais debout avec courage, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui avaient été blessées et réduites au silence. Ce fut un tournant. Le village de Mobanga avait vu la vérité, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jour de l'audience du conseil du village arriva, et tout le village de Mobanga se rassembla sous le grand baobab où justice fut rendue. L'atmosphère était tendue, et des murmures emplissaient l'espace comme des abeilles bourdonnantes. Personne n'avait jamais vu un tel rassemblement. Le fier conseiller municipal Demosy, qui siégeait autrefois au plus haut siège de l'autorité, était désormais accusé, non par des étrangers, mais par sa propre famille, son propre sang et les voix du peuple qu'il avait autrefois opprimé en silence. Une à une, les femmes se sont manifestées. Naria, une veuve à la voix douce, a raconté comment Demosy l'avait un jour menacée parce qu'elle refusait d'obéir à ses exigences égoïstes. Iluki, une jeune mère, a révélé comment il l'avait insultée et humiliée lorsqu'elle avait sollicité son soutien pour un projet communautaire. Et puis, une révélation bouleversante survint. Mama Olak, l'herboriste respectée du village, prit la parole, les larmes aux yeux. Elle raconta au conseil que Demosy avait un jour tenté de la violer, dans son sanctuaire sacré, un lieu qu'aucun homme n'avait jamais osé profaner. Des halètements résonnèrent dans la foule. Les regards se glaçaient de rage et d'incrédulité. Chaque histoire était un coup dur, brisant le masque parfait que Demosy portait depuis tant d'années. Mais le moment le plus fort fut celui où les enfants montèrent sur scène. Tuné s'avança, droit et fort comme un guerrier. Sa petite voix résonna de vérité et de douleur, bouleversant le cœur de chaque adulte présent. « Mon père est conseiller municipal, dit-il. Mais chez nous, c'est un tyran. Il crie. Il bat. Il détruit. On l'a vu. Nous l'avons vécu. Nous ne nous tairons plus. » Jomo se tenait à ses côtés, tenant la main de la petite Sewa, le regard confus, mais le cœur plein de courage. Le dessin qu'elle avait réalisé fut brandi par l'aîné Maseko, témoignant à tous de l'innocence brisée. Même le chef Awand, cousin de Demosy et plus grand soutien, ne put plus le défendre. Son visage pâlit, la vérité écrasant tous les mensonges auxquels il avait cru. Après des heures de témoignages et un silence lourd de douleur, le conseil s'est levé et a pris sa décision finale. D'une voix ferme et posée, l'ancien Maseko a déclaré « Demosy n'est plus apte à servir ». Son titre lui a été retiré. Son pouvoir a disparu. Il a trahi le peuple et sa famille. Acclamations et larmes se mêlaient dans l'air. Pour la première fois depuis des années, Mabanga respirait à nouveau librement. La justice avait parlé. Et cette fois, il écouta les voix trop longtemps ignorées. Après la chute de Demosy, un nouveau chapitre s'ouvrit dans la vie de Cardia. Celle qui vivait autrefois dans le silence et la douleur se tenait désormais debout, fière et déterminée. Les villageoises, inspirées par sa force, se rassemblèrent autour d'elle, bras et cœurs ouverts. Ensemble, elles bâtirent un lieu puissant, un lieu où la douleur pouvait se transformer en guérison et le silence en force. Elles l'appelèrent la maison Zawadi, qui signifie « cadeau », car c'est exactement ce que Cardia était devenu, un don d'espoir pour ceux qui étaient brisés. La maison Zawadi est devenue un refuge pour les femmes et les enfants victimes de maltraitance. Cardia s'est inspiré de son histoire, non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour inspirer.
Elle a formé des femmes au tissage du raffia, cet artisanat qui lui avait autrefois apporté la paix dans ses jours les plus sombres. Elle leur a appris à utiliser leurs mains pour reconstruire leur vie. Les nattes qu'elle fabriquait étaient vendues dans les villages, et bientôt les femmes gagnaient leur propre argent, certaines pour la première fois de leur vie. Mais Kadia ne s'arrêta pas là. Elle a fait appel à des enseignantes bénévoles pour éduquer les jeunes filles. Elle était convaincue que le savoir était le meilleur rempart contre l'oppression. Les filles, autrefois silencieuses à la maison, lisaient désormais des livres, levaient la main en classe et rêvaient de devenir des leaders. Le changement au sein de la communauté fut profond. Ceux qui autrefois chuchotaient à voix basse en privé dénonçaient désormais avec audace les abus. Les aînés, autrefois silencieux, louaient désormais le travail de Kadia. Elle n'était plus seulement une femme qui avait survécu. Elle était devenue une voix de justice. Elle n'avait plus besoin de se battre à coups de poing. Elle a guéri par ses actions, sa compassion et son courage inébranlable. Kadia a été invitée à prendre la parole lors des conseils de village. Ses paroles, autrefois tremblantes, étaient désormais porteuses de force et de sagesse. Lors des fêtes, on lui rendait hommage par des danses et des chants. Les villageois qui la plaignaient autrefois la célébraient désormais comme une chef, une guérisseuse et une guerrière de la paix. Ses enfants marchaient eux aussi avec fierté. Tuné est devenu un jeune militant, enseignant aux autres garçons à respecter les femmes et à s'exprimer lorsqu'ils voient des erreurs. Jomo adorait écrire des histoires de femmes fortes comme sa mère, et Sewa, la petite, disait toujours qu'elle voulait être courageuse comme maman quand elle serait grande. Ce qui avait commencé comme une souffrance s'est transformé en un but. Ce qui avait commencé par des larmes s'était transformé en triomphe. Kadia, autrefois brisée, s'était relevée tel un phénix de ses cendres, et cette fois, elle prenait son envol, non seulement pour elle-même, mais pour chaque âme silencieuse attendant la liberté. Demosi pensait pouvoir retrouver sa gloire passée. Il croyait que son nom, l'héritage familial et son pouvoir passé inciteraient les villageois à l'accueillir à nouveau. Mais les choses avaient changé. Les habitants de Mobanga avaient vu son vrai visage et n'étaient plus aveuglés par son titre. Les portes qui s'ouvraient autrefois à lui étaient désormais fermées. Là où il marchait autrefois avec fierté et arrogance, il marchait désormais dans la honte et la solitude. Il essaya de prendre la parole lors des réunions du village, mais personne ne l'écoutait. Il tenta de rassembler des soutiens, mais même ses anciens alliés lui tournèrent le dos. Il était devenu un symbole de honte, un homme abattu non par un ennemi, mais par sa propre cruauté. Lentement, Demosi devint un vagabond, les mêmes mains qui signaient autrefois les papiers du conseil se tendaient désormais sur le marché, mendiant de la nourriture, la même bouche qui hurlait autrefois des ordres murmurait maintenant des supplications. Et tandis que Demosi disparaissait, Kadia continuait de briller. Elle se dressait fièrement, tel un baobab majestueux, ses racines solides et ses branches s'étendant loin dans l'avenir. Ses enfants devenaient chaque jour plus sages et plus forts, porteurs des valeurs de courage, de justice et d'amour. Elle n'oubliait jamais ce que leur mère avait enduré, mais elle n'oubliait pas non plus comment elle avait surmonté tout cela avec grâce et force. Parfois, dans le calme du soir, la petite Sewa regardait sa mère et lui demandait doucement « Maman, as-tu encore peur de lui ?» Et Kadia souriait doucement, non pas avec amertume, mais avec la paix du cœur. « Je ne crains aucun homme dont l'âme soit plus faible que le cœur d'un enfant, » disait-elle, les yeux brillants d'une victoire silencieuse. Le village se souvenait souvent de l'histoire de Kadia. C'est devenu une leçon transmise de bouche en bouche, des aînés aux enfants, une leçon selon laquelle même le plus violent des agresseurs tombera lorsque la vérité éclatera. Cette douleur peut rester silencieuse un temps, mais elle est plus forte lorsqu'elle est exprimée par des voix innocentes. Qu'aucune cruauté, aussi puissante soit-elle, ne peut vaincre la force de l'amour d'une mère et le courage de ses enfants. Ainsi, l'histoire de Kadia et de ses enfants a perduré, non seulement comme un récit de douleur, mais comme un puissant rappel que la justice peut prendre du temps, mais qu'elle gronde comme le tonnerre lorsqu'elle éclate. Et lorsqu'elle gronde, personne, pas même un homme autrefois puissant comme Demosi, ne peut y échapper. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour y réfléchir. Combien de voix sont encore réduites au silence derrière des portes closes?
Combien de mères pleurent en silence? Et combien d'enfants sont contraints de grandir trop tôt? Que la force de Cadia nous rappelle qu'aucune douleur ne doit être cachée et qu'aucun abus ne doit être ignoré. Ensemble, élevons la voix pour chaque femme, chaque enfant et chaque âme qui souffre en silence. Si vous croyez en la justice, en l'espoir et au changement, aidez-nous à diffuser ce message puissant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires qui comptent, qui inspirent, qui responsabilisent et qui guérissent. Merci beaucoup de votre attention. Votre temps est précieux pour nous. Restez forts, bienveillants et ne cessez jamais de croire au pouvoir de la vérité.